Mais ce qui m'a aidée, entre guillemets, c'est, je suis tombée, malade. J'ai fait un gros covid long juste au lancement, des premières bouteilles. Donc j'avais 30-40 000 bouteilles à la première prod et je me suis retrouvée alitée pendant des mois, sans savoir, ce que j'avais, pendant voilà, ça a duré assez longtemps et donc en fait, j'avais 2 heures d'énergie par jour, et je me suis dit: «Bah, OK, c'est mon handicap, mais en fait, c'est comme ça l'entrepreneuriat». Et bah, pareil, au début, je me suis dit: «Je teste et si ça marche pas, je rentrerai ou alors, je ferai des allers-retours», parce que c'est une école de vie, incroyable donc moi, je recommande à tout le monde d'y aller. Au pire, vous aurez le droit d'arrêter, au pire, c'est pas grave, mais au moins vous aurez appris plein de choses. Chaque jour, tu prends des décisions. Et je suis convaincu que pour chaque décision, tu te demandes si c'est une bonne décision ou une mauvaise décision. Car oui, certaines font avancer les choses alors que d'autres coûtent du temps, de l'argent et de l'énergie. Et pendant longtemps, j'ai été exactement dans cette situation. Douter, hésiter, repousser certaines décisions et en payer le prix. Mais avec le temps, j'ai appris à me débarrasser de ces doutes, à comprendre ce qui fait vraiment la différence entre une bonne décision et une mauvaise décision. Pourquoi est né de là. Avec Pourquoi, je veux vous partager ces apprentissages à travers des retours d'expérience concrets en échangeant avec des invités qui ont pris de vraies décisions avec des vraies conséquences. Pas pour te dire quoi faire, mais pour t'aider à comprendre pourquoi certaines décisions fonctionnent et d'autres non. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va t'inspirer à prendre de meilleures décisions. Et bah, c'est parti. Et bah Laura, bienvenue sur le podcast Pourquoi. Merci d'être présente, même si c'est à distance, merci d'être présente. Avec plaisir. C'est ce on se racontait un peu avant, c'est lorsque j'ai croisé, ton profil et que j'ai trouvé très intéressant, j'ai souhaité, assez vite t'inviter sur, Pourquoi, pour plein de raisons et je vais tout de suite les expliquer, mais j'ai eu un petit manqué, j'avais pas vu que tu étais pas, tout à fait sur Paris, en présentiel et ce qui fait que cet épisode est à distance, mais je suis sûr que ça va être, ultra pertinent parce que, je dois t'avouer que, j'ai plein de questions et envie de Génial. comprendre plein de choses donc On voilà, va pas s'ennuyer alors. Parfait. c'est ça, tout à fait. Mais avant de rentrer un peu dans les détails, question assez traditionnelle d'un podcast que tu dois bien connaître, hem, peux-tu te présenter, Laura? Oui, avec plaisir. Alors, bah, du coup, moi, je suis la fondatrice de Coco Kombucha, une boisson sans alcool, finement brassée à base de thé, naturellement pétillante et acidulée, que j'ai lancée il y a 5 ans. En parallèle, je fais aussi de l'accompagnement d'entrepreneurs aussi aujourd'hui et je suis, professeure de yoga. J'habite, à Tarazout au Maroc. Voilà. Plein de casquettes et ça me la première question, mais on y reviendra, c'est, comment tu arrives à compacter tout ça dans dans ton agenda? Mais j'ai vu que tu avais une approche, à travers, tes publications LinkedIn assez, spécifique et assez, non conventionnelle par rapport à tout ce qui peut se dire, de manière traditionnelle, mais on y reviendra, je pense. Parfait. Hem, j'ai envie de te demander, quelle est ta dernière décision impactante? Bonne question. Je dirais c'était de participer au mastermind, d'Hypergrowth que j'ai fait, la semaine dernière au Sri Lanka. C'était Kylian Palermo qui nous avait réunis avec, toute une, équipe d'entrepreneurs et c'est vraiment, pour moi, un style d'événement qui est incroyable parce que ça nous permet de vraiment prendre du recul sur nos business, de s'inspirer d'autres entrepreneurs et aussi d'être vulnérables, de comprendre qu'on a tous, des problèmes. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent seul au quotidien, donc ça fait vraiment du bien de se sentir entouré et de se sentir compris, par ses pairs. Mmh. C'était une session où aussi plusieurs, entrepreneurs et vous réfléchissez sur des problèmes business, vous partagez des expériences, je crois que c'est ça, hein? C'est ça un peu Ouais, ce exactement, format? Ouais, c'est ça, ouais. souvent très enrichissant. Exactement, on a parfois pas envie de mettre le business en pause ou d'investir, mais je trouve que
effectivement, on a finalement quelques décisions très importantes dans l'année et celle-ci pour moi en faisait partie. Bon, bah, super. Si on revient un peu sur ton parcours professionnel pour comprendre comment tu en es arrivé aujourd'hui à ce que sur la position où tu en es. J'ai vu que tu avais commencé par, tes expériences professionnelles par la stratégie. Heu, Tout à fait. comment tu es arrivé dans ce domaine un peu de la stratégie, quel a été un peu ton parcours, pré-professionnel, j'ai envie de dire? Bah, écoute, moi, j'ai fait, prépa, commerce, école de commerce. En fait, j'adorais les matières qui étaient enseignées. Je trouvais que c'était hyper polyvalent, et donc en fait, je pense que dans la suite, le conseil me plaisait beaucoup parce que ça permettait de voir, plein de business très différents, d'avoir des responsabilités très jeunes, d'être, avec des personnes brillantes, c'était un peu, voilà, cette continuité de continuer à découvrir, m'enrichir, pas me fermer de porte et de progresser assez rapidement. C'est très formateur le conseil, c'est pour ça que je m'étais orientée dans cette voie. Et pourtant tu y es resté, je crois, quelques années, mais 2 ans. 2 ans, ouais, c'est ça mais tu as vite créé une entreprise, donc tu as vite lancé, Coco Kombucha. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette bascule aussi vite? Et en fait, l'histoire est assez drôle. J'ai démissionné 3 jours avant le confinement. OK. Hem et j'avais prévu plutôt de partir au Brésil, sauf que bon, je parlais pas portugais, avec le covid et cetera, compliqué. Une amie me parle du kombucha à l'époque comme, j'avais toujours voulu entreprendre, c'est ce que je disais, tu vois, aux oraux d'école de commerce, je sais pas, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu tenter. J'étudie le marché, comme c'était mon métier à l'époque, je vois qu'il y a un énorme potentiel parce qu'aux États-Unis, en Europe, ils sont bien plus avancés qu'en France et on a une bonne croissance sur le marché français. Hem et donc je me dis: «Why not?» Je me dis: «Why not?» Je vais le tenter. Au début, c'était avec mon ami qui a finalement, dû arrêter assez rapidement le projet. Mais je me disais: «Je tente 1 an, on verra ce que ça donne». Mon père m'a dit: «Bah, en vrai, c'est encore mieux qu'un MBA. Au pire, tu perds, 10 000 € et tu apprendras beaucoup» et c'est vrai que j'ai rapidement pris goût à l'entrepreneuriat. Très, très belle, aventure et donc j'ai continué jusqu'ici. Voilà l'histoire. Super. Mais justement, parce que souvent je distingue souvent 2 cas, qui est, la volonté d'entreprendre depuis, qu'on n'arrive pas à expliquer, qui semble être un peu ton cas et des fois on trouve un produit ou un service et on se lance dans l'entreprise un peu par hasard. Toi, comment tu expliques un peu cette volonté de quand tu vois, tu me dis, «Ah bah, je voulais entreprendre depuis longtemps». Tu sais d'où ça vient? Il y a des origines sur cette volonté? Écoute, je pense que pour moi, la liberté est très importante. Donc il y avait beaucoup cette volonté d'être libre, bah, voilà, de créer, d'organiser mes journées, de travailler selon mes propres valeurs, d'être libre financièrement aussi, hem, de créer ma vie un peu sur mesure. C'est un peu ce que j'essaye de faire aujourd'hui, tu vois? Le Mmh. lifestyle design, donc j et il y avait le côté challenge aussi, je pense. J'adore, partir de zéro, j'ai adoré, voilà, démarcher des grands comptes, être un peu le petit et se challenger je pense que ça réunissait un peu ces éléments-là, ouais. OK. Bah, c'est vachement intéressant et quels ont été, tes premiers challenges d'un point de vue, parce que se lancer dans une entreprise, déjà, c'est pas facile. Se lancer dans une entreprise de service, bon, c'est du service, mais se lancer dans de l'entreprise de produits, de boissons alimentaires, heu, Catastrophe. c'est un vrai challenge. Comment, Écoute, quoi? c'était mon côté un peu naïf, je pense, de me dire qu'une boisson, ça avait l'air facile sur le papier, tu vois, par rapport à une start-up tech. Et mon côté, je suis très optimiste. Un peu en anglais, ils disent, delusional optimist. Mmh. Pareil, je me suis dit: «Why not?» Mais avec du recul, effectivement, c'est un business, très compliqué et comme c'est un marché de volume et avec un cash flow à gérer qui est lourd, c'est pas un business qui est évident. Ouais. Mmh. Et je vais poser un peu les pieds dans le plat parce que c'est notamment quand tu en parlais dans LinkedIn, c'est ça qui m'a donné fortement envie d'échanger avec toi, tu as l'air de faire tout un rebours de ce qui peut se faire traditionnellement. Je m'explique. Alors tu me corriges bien sûr, hein, si je me trompe sur une des données que j'ai, mais aujourd'hui tu as pour donner un peu d'ampleur, tu vends
ou dans plus de près excuse-moi, je me reprends. Pardon. Tu vends dans plus de 1000 points de vente en Oui. France, en Europe. Je crois même que tu as quelques, enfin, bah, en Afrique du Nord, j'ai vu ça également. Tu n'as jamais fait de levée de fonds, pas de tu n'avais jamais levé d'argent, et surtout la chose, c'est que, tu es alors je vais pas dire solo entrepreneur, mais tu as un modèle de travail qui est, à rebours de ce qu'on va dire du modèle industriel, dans ce milieu-là de qu'on peut connaître, de milieu alimentaire avec des grosses équipes, des choses comme ça. Heu Alors déjà, pourquoi ce modèle et comment tu en es arrivé à développer ça un peu un modèle qui est à l'inverse de tout ce qui se fait sur le enfin, ce que tous les concurrents vont faire, quoi? Ouais, c'est une très bonne question et ça a pas été facile. Hem, je dirais qu'en fait, ça il y a quand même, je pense que j'avais toujours cette intuition du fait qu'on n'est pas obligé de enfin, plus veut pas toujours dire plus efficace parce que parfois on travaille beaucoup sur, les mauvais sujets. Mais ce qui m'a aidée, entre guillemets, c'est, je suis tombée, malade. J'ai fait un gros covid long juste au lancement, des premières bouteilles. Donc j'avais 30 000 40 000 bouteilles à la première prod et je me suis retrouvée alitée pendant des mois, sans savoir, ce que j'avais, pendant enfin, ça a duré assez longtemps Mmh. et donc en fait, j'avais 2 heures d'énergie par jour, et je me suis dit: «Bah, OK, c'est mon handicap, mais en fait, c'est comme ça l'entrepreneuriat, on a tous des handicaps. Il y a des gens qui sont handicapés ou autres qui font des choses exceptionnelles. J'ai ce handicap-là de temps et ça doit pas être, une contrainte trop lourde, quoi. Enfin, faut que je travaille autour de ça, faut que j'accepte et du coup, je me suis énormément formée à la productivité. J'ai fait plein de formations comme Workless de Rip Webster, comme l'organisologie de Julien Guégnat, hem et en fait, ça a vraiment, façonné ma manière de penser et bah, bien sûr, il y a The 4 Hour, Week, qu'on connaît tous de Tim Ferriss aussi. Mais en fait, ouais, encore une fois, de se concentrer sur le fait que c'est possible, qu'il y a des leviers, je pense que ça m'a beaucoup aidée et en parenthèse de ça, bah, j'ai aussi designé mon lifestyle idéal et par exemple, bah, c'est évident, mais si on se concentre, moi tous les jours, je me concentre sur, my most important thing, et j'essaye d'être en deep work. Donc pas d'interruption le matin, mon téléphone en mode avion, dans la mesure du possible et cetera et vraiment se concentrer sur au lieu, par exemple, d'aller chercher des petits, clients, enfin, sans dire qu'il y a de petits clients, mais des clients qui vont nous rapporter peu d'argent et sur lesquels on va passer beaucoup de temps, bah, tout de suite, ça m'a forcée à aller voir les grands comptes. Donc j'ai signé Monoprix quelques mois après le lancement des premières bouteilles. Plein d'autres grands comptes par la suite comme, Disney, Club Med, et récemment, France Boisson, le premier distributeur national donc Mmh. hem, je pense qu'en fait, c'est ouais, cette idée, bah, d'ailleurs, il y a un autre livre que j'aime bien qui s'appelle, «10 times is easier than 2 times» de Benjamin Hardy. C'est qu'en fait, aller chercher, x10 parfois, c'est pas plus difficile que de faire x2. Tout simplement parce que pour faire x2, on va faire juste 2 fois plus des heures qu'on fait actuellement, alors que x10, on remet le modèle en question et typiquement, bah, voilà, il y a ces sujets-là de se concentrer sur l'essentiel, de simplifier, de dire non à 90 des opportunités, de déléguer, trouver les bons partenaires et les bons leviers d'accélération comme, le média, ou l'argent parfois qui peut permettre d'accélérer. Mais en fait, c'est juste une question de mindset et de changer les limites qu'on se met à nous-mêmes, ouais. Et est-ce que c'est aussi lié au fait que, tu travailles, heu, en solo et tu es entouré en fait d'une équipe de spécialistes, mais d'indépendants également? Oui, C'est en fait, c'est vrai que ça a permis ça parce que c'est contre-intuitif, mais au début, j'avais commencé avec des alternants et je pense qu'on fait tout ça, de prendre des stagiaires, des alternants ou autres et je dis pas, hein, c'est très bien, mais sauf qu'en entrepreneuriat, on n'a pas le temps de les former. On est déjà débordés et pour moi, c'est, plutôt et surtout, on essaie de déléguer des tâches qu'on ne connaît pas. Si on prend un alternant communication et qu'on sort vient pas de la com, c'est impossible de former quelqu'un sur un sujet qu'on maîtrise pas soi-même. Alors que pour moi, du coup, je recommande, dans mes accompagnements, de commencer à déléguer vraiment les tâches les plus simples, d'où le fait de prendre une assistante virtuelle, dès que possible, parce qu'en plus, voilà, on paye à l'heure et cetera et dans la même dynamique, avant d'atteindre, un besoin d'un vrai CDI sur un poste, il faut y aller. Moi, aujourd'hui, mon assistante, elle fait beaucoup de choses, mais elle fait moins de 2 heures par jour, je pense, sur, mon entreprise donc pour moi, c'est vraiment ça, entourez-vous d'experts, de gens experts et en plus, voilà, donc qui grâce au freelance, c'est des gens plus experts
qui vont vous faire gagner du temps et parce que notre temps, c'est ce qu'on a de plus précieux et si on voit tout sous le prisme du temps, voire même encore plus de l'énergie, parce que ce qui est important aussi, c'est la charge mentale que ça nous enlève, bah, là, notre entreprise, elle peut accélérer. Et j'aime bien, sur le podcast, explorer un peu ces prises de décision qui sont un peu clés, qui pour moi, j'ai l'impression, ont fait que ça a vraiment fait une bascule. Est-ce que tu peux nous replonger un peu dans le moment où tu as eu ce constat, et que tu as pris la décision, voilà, je vais basculer en modèle? Est-ce que ça s'est fait en une fois? Est-ce que ça s'est fait sur plusieurs années? Ou comment ça s'est passé vraiment cette prise de conscience? Je pense que ça s'est vraiment fait en plusieurs étapes parce que, hem, en vrai, j'étais pas 100 sûre de moi, hein. Quand tu vas à l'encontre du marché, tu vois, il y a plein de gens qui doutaient. Dans la foule, les gens adorent que tu fasses des animations toutes les 2 secondes, que tu sois sur le terrain, quand tu fais des rendez-vous, il faut aller, limite boire des verres avec eux. Enfin, c'est vraiment un secteur qui est très, très, très tu vois, tu fais des tournées commerciaux. Donc j'étais moi-même pas sûre, hein, que ça fonctionne. Je me suis dit: «Je vais tester. Au pire, si ça marche pas, bah, je reviendrai en arrière» et je pense qui m'a convaincue, bah, c'est un ensemble de petites décisions et encore une fois, de s'entourer des gens, avec qui on a envie de s'inspirer. Par exemple, quand j'ai fait la formation Workless, bah, du coup, il y avait le process pour, recruter une assistante et cetera. Je l'ai fait, et la première semaine, elle a relancé un lead que j'avais mis de côté qui était le Luxembourg et c'est devenu aujourd'hui un de mes plus gros clients. Donc elle a été rentabilisée dès la première semaine, alors même que ma mère me disait mais ma mère expert comptable, «Mais Laura, tu te payes même pas le SMIC. À quel moment tu vas payer une assistante 60 € de l'heure? Ça n'a aucun sens». Mmh. Et en fait, pour moi, à chaque fois que j'ai fait cet investissement-là, ça a été rentable. Donc c'est vraiment croire en soi, croire en son temps. Et après ça a été par étapes. Après, bah, aussi pour des raisons de santé, mais pour moi, le Maroc était un endroit où je me sentais vraiment apaisée. Donc j'ai pris la décision d'y aller parce qu'encore une fois, j'ai misé sur le fait que, si mon énergie revenait, j'allais pouvoir, avoir plus d'énergie pour mon entreprise. Et bah, pareil, au début, je me suis dit: «Je teste et si ça marche pas, je rentrerai ou alors, je ferai des allers-retours, à Paris ou alors je rentrerai définitivement si besoin et je pense que c'est vraiment un ensemble de petites décisions qui font qu'on apprend à se faire de plus en plus confiance aussi parce que quand on débute dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on a beaucoup d'injonctions de tous les côtés, y compris de gens qui n'ont jamais entrepris d'ailleurs, mais d'idéaux de comment on devrait faire pour réussir, de la culture du hustle, de comment il faut faire, alors qu'en fait, il y a pas une manière de réussir, il y en a 1000 et surtout je pense que c'est celle où on est plus aligné qui nous permettra de réussir, celle qui va faire qu'on tient dans la durée parce que c'est tellement dur l'entrepreneuriat que si on force tout le temps et qu'on va tout le temps à contre-courant heu, de nous-mêmes, c'est compliqué. Donc je dirais que c'est un process qui est pas encore terminé, hein, d'ailleurs. Je pense que, bah, c'est pour ça que pour moi l'entrepreneuriat, c'est du développement personnel aussi. Notre business reflète l'évolution qu'on a, niveau dev perso. Mmh. Et c'est d'ailleurs, on retrouve un peu cette philosophie de pensée, je trouve, par exemple, dans ton film LinkedIn où tu es très vocal sur le fait bah, que tu fais pas des journées de, 10-15-20 heures, que tu as plusieurs activités, que tu, pars en vacances régulièrement, et ça a tout alors, je trouve que tu avais fait notamment un post sur ça qui disait que, il y a 5 ans, on se vantait de faire des journées à rallonge et de presque se cramer le cerveau et qu'aujourd'hui, c'était un peu moins le cas. Mais je trouve que ta voix, dénote dans le paysage entrepreneurial que moi je vois à travers mes réseaux, heu et je trouve ça, bah, juste pas passionnant, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le message que tu portes, ça montre un autre chemin pour, en plus, un business qui marche bien. En plus, pas du service, mais du produit. Enfin, il y a une vraie proposition. Oui, oui, oui. Bah, non, écoute, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, je le prône et pendant longtemps, j'hésitais à le faire parce que, bah, effectivement, c'est à contre-courant. On peut se dire que les gens pensent que je suis pas sérieuse, que je travaille pas. Donc pareil, j'en ai parlé petit à petit, mais je vois que ça résonne chez les gens. Hem Après aussi, peut-être que certaines personnes pensent que c'est facile alors qu'en fait non. Ça implique une vraie discipline derrière, une vraie méthode d'organisation, des vrais choix tous les jours et hem et une clarté d'esprit à avoir. Ce qui fait que, tu vois, je commence toutes mes journées, j'ai des routines, je fais beaucoup de yoga, donc
pour moi, c'est vraiment une discipline parce que bien sûr que parfois c'est plus facile de succomber au stress, de dire: «Je vais faire 10 fois plus». Et après c'est aussi chacun sa manière de fonctionner. C'est vrai que moi je pense que j'ai une quand je suis concentrée, j'ai une très grande capacité de travail. À l'inverse, tu vois, il me faut des récupérations derrière, je fais des siestes, presque tous les jours, entre midi et 2. Je fais voilà, je passe beaucoup de temps dehors à marcher aussi. Donc voilà, c'est la méthode qui fonctionne pour moi et je suis contente de montrer que c'est possible parce que moi-même aussi quand j'en parle, hein, c'est un rappel de tous les jours. Mais après évidemment il faut que ça corresponde à chacun et à chacun de trouver son rythme en tout cas. Mmh. Et c'est aussi une question de, c'est un sujet que moi alors je vais être très franc, je suis pas très à l'aise parce que je le maîtrise pas bien, mais c'est aussi un sujet de santé mentale, en fait. Alors pour toi, tu as trouvé, quelque chose qui te convient et comme tu le précises, à juste titre, chacun doit trouver un peu son modèle, mais ça va par contre, ton modèle va beaucoup dans le sens de ce qui est prôné aujourd'hui, c'est un peu de pas se cramer quoi, parce que pour avoir été entrepreneur et par pour avoir eu le comportement complètement inverse de faire des journées à rallonge, c'est parfois, ben, on s'y perd quoi. J'ai envie de aussi de, justement peut-être quelque chose qui est lié à ça. Aujourd'hui, c'est quoi, pour toi réussir, professionnellement parlant? Mmh. C'est une très bonne question. Bah, je pense qu'encore une fois la notion d'alignement est très importante pour moi, et je pense que c'est assez propre à chacun finalement. En tout cas, pour moi, c'est être très aligné avec ses valeurs et ce qui est important pour nous donc pour moi, ça pourrait être, continuer d'apprendre, d'inspirer, de partager, de transmettre. C'est un peu pour ça que j'adore écrire sur LinkedIn, j'adore faire des formations, pour ça que tous ces sujets sont importants à mes yeux. Et encore une fois, de le faire, de manière respectueuse de ma santé, mentale et physique. Hem, donc c'est ça. Je pense que pour moi, réussir, c'est, atteindre la vie qu'on veut vraiment vivre, sur tous les plans. Il y a professionnellement, mais pas que. Je pense que c'est aussi, le but que notre vie professionnelle nous permette de nous épanouir, à côté. C'est je trouve que c'est un bel objectif en tout cas. Hem, Si je reviens un peu plus sur le côté opérationnel, il y a, aujourd'hui donc, chose que j'ai pas mentionné, mais je crois que tu fais, enfin j'ai lu que tu faisais, produire le kombucha, en France. Oui, Co exact. co Comment ça se passe un peu? Est-ce que tu peux nous plonger un peu dans le quotidien de Coco Kombucha? Comment ça se passe? Parce qu'entre, le moment où, tu, on va dire, peut-être décides d'une recette jusqu'à ce qui arrive dans les rayons de Monoprix, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Comment ça se passe aujourd'hui, chez, Coco Kombucha? Peux-tu nous plonger dans une journée, dans quelques journées typiques un peu? Trop cool. Bah, écoute, oui, il y a le sujet, bah, de la création des recettes. C'est d'abord, demander à la communauté, quel parfum ils auraient envie de voir par la suite. Parce que Mmh. ça reste toujours qu'on essaie de construire ce dont le client a envie. Ensuite, il y a la partie, technique où on teste, avec, différents ingrédients pour voir les différentes saveurs et testing évidemment où on goûte, on déguste. Donc ça ressemble un peu à un petit labo quand on le fait, comme les cours de SVT à l'époque, voilà. Et ensuite, bah, voilà, une fois qu'on a sécurisé, les ingrédients qu'on va mettre dans la recette et le pricing et cetera, bah, écoute, on fait un lancement, un peu test parce il y a toujours des galères, des surprises malheureusement sur la production. C'est du produit, donc il peut y avoir, des problèmes et ensuite, on propose à tous nos clients, les nouveaux produits, les nouvelles références et c'est parti. Et sinon, moi, un peu ma semaine type, écoute, j'alterne entre, voilà, le lundi un peu plus les sujets stratégie, finance, le mardi un peu plus sales, mercredi un peu plus création de contenu, jeudi activation client et vendredi, un peu, formation ou networking. Mmh. C'est là où, je comprends, du coup la partie, que tu me disais, méthodologie et rigueur, chaque jour est un peu dédié et tu as tes sujets de la journée, quoi. C'est ça. Après ça peut varier, mais en tout cas, le matin est réservé au deep work et l'après-midi au call. J'essaye de me tenir à ça parce qu'en
encore une fois, mon levier principal, c'est mon énergie, et ma puissance, en termes de cerveau, donc voilà. Et quand est-ce que si tu dois prendre des décisions, alors je parle de décisions, très impactantes, souvent, tu vas plutôt prendre, le matin, l'après-midi ou comment? Ou le Dans quelle matin, phase? oui. Le matin? On Et a une puissance de décision qui est limitée aussi. Plus on prend de décisions, plus notre pouvoir, notre attention décline, c'est pour ça. J'évite de me faire polluer par, tout ce qui est notifications WhatsApp ou autre ou mail, pour vraiment, avoir le cerveau le plus clair possible le matin. si, tu devais nous plonger un peu dans une prise de décision, tu nous as déjà raconté une, mais une prise de décision, autre un peu, ou process. Est-ce que tu as un process de prise de décision? Comment ça se passe? C'est une bonne question. Écoute, je pense que je fonctionne souvent quand même à l'intuition, même s'il y a un côté Mmh. rationnel. Évidemment, je vais peser le pour et le contre, mais au fond, j'essaye de m'écouter et de me faire confiance sur, je pense me prioriser moi. Est-ce que je suis alignée avec ça encore une fois? Est-ce que, ça va dans la bonne direction, la vision de l'entreprise et les valeurs? Mais il y a pas de process particulier. Après, c'est aussi se dire qu'on prend tellement de décisions, il y en a plein. En fait, il faut prendre des décisions vite en entrepreneuriat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent trop de temps alors qu'en fait tout peut changer. Tu vois, un prix, on peut le mettre, on peut l'enlever, on peut le on peut le monter, on peut faire des promos, et je pense que c'est ce qui m'a permis d'aller vite aussi, c'est que je prends des décisions rapidement et je sais que derrière je peux réorienter si besoin. Et quelle a été ta première décision? Et je sais que tu as été, tu as une position assez, particulière vis-à-vis de ça. Quelle est ta 1re décision quand tu as vu que, Squeezie a lancé une boisson kombucha, vis-à-vis de enfin, je vais parler de concurrence, même si je sais que je pense pas que tu l'abordes comme ça, Oui, bah, si, si, c'est mais un concurrent sur le papier, carrément. oui, c'est sur le papier, c'est un concurrent, mais quelle a été ta première décision quand tu as vu ça? Ben, faire un post LinkedIn pour surfer sur la vague et avoir de la visibilité. Mmh. Parce que, parce que il y a pas grand chose d'autre que je pouvais faire en vrai. Mais je me suis juste dit: «Bah, autant en profiter, la vague est là». Après bien sûr, j'ai vu l'impact sur mes ventes, et ouais, en fait, pour moi, c'était vraiment surfer sur la vague kombucha qu'il venait de créer et Mmh. tant mieux. Ouais, parce que c'est ça aussi que, que je voulais aussi aborder, c'est, quand il a lancé, de ce que je vais traduire tes paroles et bien sûr tu me corriges, hein, si je me trompe ou si je mal interprète, ce que tu dis, mais en fait, ce que tu semblais dire sur LinkedIn, c'est, bah, en fait, que tu ne voyais pas le lancement de Squeezie et de sa boisson comme un, comme Une menace? une menace, voilà, merci, mais vraiment comme une opportunité parce que, en fait, il popularise encore plus le kombucha et alors oui, c'est un concurrent parce que, voilà, il propose une autre chose, mais et encore, c'est pas tout à fait, tout à fait la même chose. Je pense que vous avez pas les mêmes goûts, les mêmes choses, les mêmes recettes, donc ça doit être fait un peu différemment, mais c'est alors que j'ai trouvé cette approche, en fait, c'est pourquoi je parle de ça, c'est parce que j'ai trouvé cette approche très, très très à l'opposé, encore une fois, de ce que pourrait faire tout le monde et de se dire: «Ah bah, il y a un concurrent qui apparaît», en plus avec la force de frappe, qu'il a, en termes de nombre de followers. Bon, il n'est pas effectivement sur LinkedIn, enfin, j'ai jamais vu de Squeezie sur LinkedIn, mais bon, c'est pas on n'a pas la même vous avez pas la même audience. Tu aurais pu te dire: «Oh zut», puis bon, lâcher le truc, quoi. Mais ça a été, moi j'ai eu l'impression que tu as eu une réaction tout à fait inverse. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, ce positionnement-là, je l'ai eu depuis longtemps, hein. Tu vois, j'ai déjà fait des dîners avec mes concurrents, Mmh. j'ai déjà fait des cafés, je veux dire, pour moi, en fait, le segment est tellement en pleine croissance, il y a tellement de la place, et les gens du kombucha sont globalement bienveillants. Souvent, c'est des petits acteurs qui ont commencé et qui sont partis de rien. Donc moi, j'avais aussi ressenti cette bienveillance dès le démarrage, même si, bien sûr, on est concurrents sur certains segments. Hem Et en fait, c'est exactement ça. Pour moi, je me dis: «Mais il y a tellement de place sur ce marché-là». En plus, on n'a pas forcément les mêmes axes et moi, je suis déjà bien implantée, notamment chez France Boissons, hem, pour le moment, qu'effectivement.
bah, évidemment, ça a été frustrant sur certaines prises de position qu'il a eues et Mmh. encore une fois, on n'est pas partis du même budget d'investissement, de la même communauté non plus. Mais je savais que ça allait plus me faire de lumière que d'ombre, potentiellement. Mmh. Et au vu de ton développement actuel et de ce qui se passe dans ce marché-là, où est-ce que tu imagines, Coco Kombucha dans 5 ans? Bah, écoute, là, on est en train de vraiment déployer, France Boisson nationalement, donc pour moi Coco, bah, est en place de leader sur, ce marché du CHR des bars-restaurants. L'idée, ça va être de continuer les autres formats. On a lancé récemment les canettes, donc d'autres formats à venir aussi et puis de continuer l'export sur lequel on commence à prendre des positions. Mais je pense que sur ce segment du kombucha-là, de l'alternative à la bière, à l'alcool et de boissons conviviales, il y a encore beaucoup de place à prendre, surtout avec la tendance du sans alcool qui est énorme. Donc pour le moment, on est sur la bonne voie. Bon, bah, super. Hem, Dernière question, sur ce que je vais pouvoir te poser, c'est, si tu avais, alors ce oui, si tu avais un conseil à donner à toute personne qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans ton secteur ou pas dans ton secteur, ou même se lancer de manière, générale, qu'est-ce que toi, ce serait le premier conseil que tu donnerais comme ça, qui te vient à l'esprit, immédiatement? Bah, moi, je dirais, il faut y aller. Il faut y aller, il faut, tester. Pas avoir peur d'échouer parce que pour réussir, il va falloir échouer. Et en fait, je pense que c'était le bon mindset, tu vois? Ce que me disait mon père, il y a 9 chances sur 10 que ta boîte tienne pas 3 ans et qu'au pire, tu as appris des bonnes leçons. Et pour moi, en fait, c'est ça. Je me dis toujours, en tant qu'entrepreneur, on a peur de perdre ce qu'on a construit et en même temps, pour moi, c'est pas le plus important, c'est la personne qu'on est devenue et de savoir que ce qu'on a fait, on peut le refaire et toute l'expérience qu'on a accumulée, parce que c'est une école de vie, incroyable donc moi, je recommande à tout le monde d'y aller. Au pire, vous aurez le droit d'arrêter, au pire, c'est pas grave, mais au moins vous aurez appris plein de choses et surtout, si les gens ont cette envie-là, il faut se laisser la chance d'aller vers les choses qui nous donnent envie. Souvent, je trouve qu'on se dit: «Beh, non, c'est pas pour moi», en fait, suivez votre intuition, faites-vous confiance et testez. Au pire, comme ça, vous saurez et voilà. Super. J'avais un peu menti, c'était pas la dernière question, j'en ai une qui m'a popé et je voudrais quand même te la poser. Avec Disons, plaisir. si je s et quelle est la question que, soit je ne t'ai jamais posée, je ne t'ai pas posée ou qu'on ne t'a jamais posée en podcast, interview, que tu aurais aimé qu'on te pose? Est-ce que tu en as une? Mmh, c'est une bonne question. Hem, tu vois, une question intéressante, je pense, ça peut être, tout simplement, comment tu te sens, dans ta boîte en ce moment? Parce que Mmh. en fait, je trouve que je l'ai vu récemment, bah, notamment en mastermind ou avec, plein d'entreprises qui ont un peu repris de zéro aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est quand même dur et parfois de l'extérieur, on peut avoir l'impression que les entrepreneurs réussissent, que ça se passe trop bien et en fait, je trouve que tout le monde gagnerait à libérer un peu la parole sur, «Ouais, en ce moment, je galère, c'est dur» ou pas, hein, d'ailleurs, je sais que c'est dur, mais c'est pas grave parce que je suis contente de ce que je construis, tu vois? Mais peut-être que ça peut être une question intéressante de dire, bah, je sais pas, comment ça se passe en ce moment ta vie? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu kiffes toujours autant? Je pense que ça peut être une question intéressante, ouais. Super. Et ben, comment te sens-tu dans ta vie, en ce moment entrepreneuriale? Écoute, ça va, il y a quand même pas mal de victoires. Après, j'avoue que, bah, effectivement, les sujets de trésorerie, c'est, parfois un peu tendu. Parce surtout que moi, j'ai une boîte autofinancée sur un secteur, comme tu l'as dit, qui est très compliqué. Il y en a peu qui le font aussi, ce choix-là. Donc c'est un sujet sur lequel je vais mettre un peu mon focus, dans les mois qui viennent, parce qu'avant j'avais plutôt priorisé la croissance et pourtant la stabilité financière est quand même clé, en tant que personne et en tant qu'entreprise. Mais bon, globalement non, je sens que je continue d'évoluer, je me fais toujours accompagner en coaching aussi. Moi, j'apprends beaucoup, donc toujours très contente, ça va. Bon, bah, tant mieux. Tu l'as mentionné plusieurs fois, tu parles, souvent de coaching alors que tu donnes toi ou que tu,
tu fais, ça a été un vrai, un vrai atout, une vraie valeur ajoutée, c'est ce coaching? Parce que souvent, les entrepreneurs, ou même, des gens un peu entreprenants, on parle pas trop de coaching, on n'aime pas trop dire qu'on est accompagné. Oui, c'est marrant, c'est vrai. C'est c'est étrange Hem pourtant, mais C'est étrange, alors qu'en fait, moi j'ai passé ma vie à me faire accompagner. mmh, Non, vraiment, j'ai pris plein de formations et tout et c'est ce qui change tout pour moi, effectivement. Alors effectivement, hem, bah, c'est pour ça que je me forme à la PNL en ce moment, c'est que mes accompagnements PNL que j'ai eus soit par Romain Drouet ou Ophélie Doshuter actuellement, c'est ce qui m'a fait le plus évoluer parce qu'en fait, à mon sens, ce qui nous «bloque le plus» entre guillemets ou ce qui est le plus important, c'est l'humain dans le business. Donc en fait, si nous, on arrive à lever nos croyances, nos mindsets, à aller vers, ce qui est vraiment aligné pour nous, c'est là que les portes s'ouvrent. Donc c'est pour ça que ces accompagnements-là, pour moi, ils ont été, vraiment clés et donc je recommande à tout le monde de se faire accompagner. C'est comme, j'ai commencé à avoir une psy il y a 3 ans, depuis j'y vais toutes les semaines et j'ai aucun problème à le dire. En fait, je pense que tout le monde devrait y aller. Hem, Juste, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on prend soin de soi et qu'on se challenge et qu'on pense à l'après. Ça veut pas dire qu'on a des problèmes ou autre et ça, il faut changer aussi ce mindset-là, oui. En France, je pense que, de manière générale, les gens n'aiment pas trop, dépenser ou oui. investir dans des formations. On est un peu plus frileux, mais en fait, moi, je recommande à fond parce qu'à chaque fois que j'ai fait des investissements, dans des formations, des coachs, ça s'est rentabilisé fois 10 derrière. Mmh. Et bon, tu vois, je dépasse largement le nombre de questions que ce que je m'étais Prends ton temps. demandé, mais ça me provoque une autre question. C'est un sujet que tu abordes très peu dans le podcast. C'est, tu vois, tu parles de formation, mais comment tu distingues, toi, personnellement, une bonne formation d'une mauvaise formation? Parce qu'aujourd'hui, en termes de formation, il y a plein de choses, il y a et ouais, des fois, moi, tu vois, quand je suis confronté à ça, je me dis: «Ah, j'hésite à y aller parce que je sais pas si c'est enfin, ce que je veux dire, une bonne formation, une mauvaise formation, si ça va m'apporter de la valeur. Toi, quel est un peu ton secret pour, aller percer ça?» Ouais, c'est pas facile. Je pense que souvent, moi, j'ai fait mes choix-là parce que, les personnes m'avaient démontré leur expertise. Que ce Mmh. soit, Thibault Louis quand j'ai pris ses bootcamps, bon, on voit par ses résultats qu'il est quand même plutôt fort. Et ce que j'avais apprécié aussi, c'était vraiment pour moi la communauté. Le fait d'être avec des entrepreneurs qui, encore une fois, veulent, avoir le même résultat que toi, c'est hyper important. Et ensuite sur mes coachs PNL, j'avais déjà vu Romain, Romain m'avait invité à donner une, conférence et il m'avait limite, un peu coachée sur scène et j'ai vu que j'étais au bord des larmes et donc là, je me suis dit: «Ah oui, il est allé chercher des sujets intéressants. Je pense qu'on va pouvoir creuser». Mmh. Et pareil pour Ophélie, je l'avais vue en mastermind, de Thibault Louis à Tarazout et j'avais vu que c'était un peu une snipeuse aussi, sur la capacité à aller mettre le doigt sur des choses, tu vois? Hyper importantes, intéressantes. Donc je dirais c'est ça pour moi, j'avais un peu vu, les résultats, les skills des personnes. Hem Et après, j'aime bien cette idée que, de toute façon, même si tu retiens qu'une information importante ou autre qui te fait dévier de d'1 % ta trajectoire, c'est déjà énorme. Souvent, on pense qu'on doit, maximiser à 100 l'information, alors qu'en fait, si ça t'apporte déjà une prise de décision ou une chose dans ta vie qui est importante, c'est déjà pas mal, quoi, finalement. Super, merci pour le conseil, en tout cas. Du coup, je Bah, vais écoute, je j'espère que ça t'aidera, mais ah ouais, mais complètement parce que tu vois, alors, je vais pas parler de moi parce que c'est pas l'intérêt, mais j'hésitais à me lancer sur des formations sur, certains sujets et notamment sur l'aspect un peu podcast pour toujours, une volonté d'améliorer, et j'hésitais et je pense que là, tu vois, tu viens de me convaincre de me dire: «Allez, je vais tenter le coup». Donc, ah bah, parfait. Bah, écoute, je voilà. pense qu'il faut, hein. Il faut tenter. Ouais, exactement. Et bah, écoute, merci beaucoup de tous ces sujets. Hem, je j'ai j j'étais en train de réfléchir si j'avais d'autres questions, mais ce n'est pas le cas. Mais, du coup, est-ce qu'il y a un dernier élément que tu voudrais nous partager, Laura? Ou, partager un conseil, peut-être où trouver ton produit, même si tu me l'as déjà un peu dit? Oui, écoute, n'hésitez pas, le plus simple, à aller sur le site, internet, je Mmh. pense. Mais sinon, bien sûr, vous pouvez le trouver, un peu partout,
sur GreenWiz notamment, par exemple, en ligne, voilà. On a pas mal de clients dans vos bars, restaurants préférés et non, bah, dernier conseil que je donnerais, ça pour rejoindre un peu ce qu'on s'est dit, c'est, prenez soin de vous, en priorité. Prenez soin de votre santé mentale, physique, écoutez-vous et je pense que faites-vous confiance, derrière le reste va suivre, quoi. Je pense que c'est la priorité. Top. Et bah, voilà, encore un très bon conseil. Merci Laura en tout cas d'avoir été, mon invité sur ce podcast et puis, bah, j'ai hâte de suivre tes aventures, sur les différents réseaux et de voir, jusqu'où, tu vas, jusqu'où, tes différentes activités vont en tout cas. Bah, merci pour l'invitation et les questions, François, c'était un plaisir et à très vite. À très vite. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Et si celui-ci t'a aidé à prendre du recul sur tes propres décisions, c'est qu'il a rempli son rôle. Alors partage-le avec quelqu'un qui décide, ou qui devrait décider davantage. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour continuer à t'inspirer de cas concrets et d'expériences réelles. Et surtout, ne prends plus jamais une décision sans te poser la question essentielle: pourquoi ? Allez, je te dis à très vite.